BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le club BFM Crypto pour cette nouvelle demi-heure consacrée aux cryptos avec mes invités. Louis-Alexandre de Froissart sera avec nous à distance, gérant et associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine. Françoise Vasselin est avec nous, économiste et professeure d'économie à l'Université Paris-Est Créteil, autrice du marché des cryptos actifs. Ravi de vous avoir sur le plateau, Françoise. Et Louis Laszlo est également là, directeur technique CTO chez Meria. Bonjour Louis, ravi de vous avoir. On va parler évidemment de la chute du Bitcoin, mais pas que, plein de sujets nous attendent. La réglementation, le summit de Bordeaux qui a eu lieu le week-end dernier. BFM Crypto et le club, c'est parti. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous écrire crypto@bfmbusiness.fr. Je ne peux pas commencer cette émission sans un tour de table, aussi long que vous voudrez, sur l'analyse de la situation. On va regarder le cours du Bitcoin en cet après-midi. Ce matin, en tout cas, il était en dessous des 90 000 $. Il a remonté un petit peu, 91 350. Votre analyse, qui veut commencer? Françoise, vous en pensez quoi de cette chute? Je trouve que ça chute vite, moi. Ça chute vite, effectivement. En même temps, je ne connais aucun actif qui ait un prix stable. Les économistes ont l'habitude de comprendre la succession d'équilibres différents. Donc, il y a forcément des cycles. Je pense qu'il y a des explications tout à fait plausibles qui peuvent être rassurantes. Si je peux me permettre, commençons peut-être par la politique monétaire. Effectivement, la déclaration de Jérôme Powell qui va plutôt permettre aux investisseurs de continuer d'investir dans des actifs qui sont sûrs et donc moins risqués, mais aussi tout ce qui va être lié aux conséquences directes sur la prise de profit et donc la vente massive des investisseurs jusqu'à trouver des acheteurs qui ne peut, donc cet équilibre ne peut se réaliser que lorsque le prix a baissé. Donc cela paraît tout à fait logique. Les cryptos de plateforme également ont connu ce même type de baisse. Attendons de voir. En tous les cas, ça devient cyclique. Donc Bitcoin devient vraiment un actif de portefeuille qui est géré aux côtés d'autres actifs. C'est plutôt bon signe. Oui, effectivement, ça remet les choses à leur place. Louis, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on est simplement dans une des conséquences de ce qui s'est passé le 10 octobre, par exemple? C'est la suite? De toute façon, c'est évident, on a tapé un très haut début octobre, on a été sur un ATH de Bitcoin début octobre. Oui. Depuis, on a assisté à plusieurs vagues. La première vague, on a eu un peu un ménage sur le marché de tout ce qui était levier, et on a vu plusieurs épisodes dans ce sens-là. Là, il y a une phase de consolidation, et comme on disait, une phase de prise de profit pour certains, une phase de réentrée sur le marché. Stratégie a encore fait des achats cette semaine assez massifs. Le Salvador a encore fait des achats assez massifs. Donc on voit que les investisseurs institutionnels, voire long terme, sont là, sont à l'affût pour pouvoir prendre des nouvelles positions d'achat. C'est aussi une belle fenêtre d'entrée pour des investisseurs qui trouvaient que 125 000, 126 000 pouvait être trop cher pour le Bitcoin. On entendait beaucoup, c'est trop tard pour y entrer. C'est aussi une nouvelle fenêtre d'entrée pour un certain nombre d'investisseurs. Donc voilà, c'est une phase saine du marché, à voir si elle se pérennise et si on rentre dans un hiver crypto comme tout le monde tremble. Mais en général, quand tout le monde commence à trembler, c'est des bonnes opportunités pour un certain nombre d'investisseurs. Et les gens qui sont là pour le temps long et qui ne sont pas là pour du trading au quotidien, ça reste un très bon événement de marché. On le dit tous les jours dans cette émission, c'est du temps long, particulièrement Bitcoin. Ou Alexandre de Froissart, est-ce que pour vous, on est entré en bear market pour autant ? Je ne pense pas forcément qu'on soit rentré en bear market. Ce que je vois, c'est qu'on vient de faire depuis les plus bas, x5, x6, suivant là où on se positionne. Donc, il est tout à fait normal aujourd'hui que, suite à un plus haut, on ait une correction de l'ordre de 30%. Donc, ce sont les bonnes affaires. Le Black Friday commence un peu en avance. Et donc, la possibilité de se repositionner sur ces niveaux-là qui sont tout à fait intéressants. Après, la grande question du bear market, il faudrait qu'on ait une baisse de l'ordre de 50 à 60 ou 70% pour confirmer cette hypothèse. On ne le saura que après coup, bien sûr. Et c'est la grande question de ce cycle. Est-ce que on est parti sur un actif acyclique ou au contraire, est-ce qu'on reste dans un cycle qui est le cycle de 4 ans que l'on aurait. Ça, on le saura dans quelques mois. Mon avis là-dessus, c'est qu'il est trop tôt pour le savoir. Françoise, vous êtes d'accord là-dessus, sur les cycles qui se ressemblent ou qui ne se ressemblent pas? Ça fait plusieurs mois qu'on essaye de savoir si effectivement
comme ce qui était prévu à l'automne, on est entré en bear market ou pas. C'est vrai, il faut attendre encore un petit peu pour savoir si on est réellement parti dans un cycle baissier. C'est un marché tout à fait nouveau, donc en réalité, on a assez peu de recul. Oui. Ce que l'on constate, c'est que beaucoup d'actifs, beaucoup de crypto-actifs sont entrés dans ce cycle. Certains investisseurs ont profité de ces baisses, effectivement, comme vient de le dire Louis. Mais oui, il est un petit peu tôt pour réellement crier, en tous les cas, à un cycle très défavorable. Louis, vous disiez que c'était plutôt une période assez saine pour les investisseurs, surtout ceux qui regardent à long terme. C'est sain jusqu'à quel palier ? Ouais, ce qui est, je crois que il y a eu un podcast de 2 analystes de JP Morgan qui est paru semaine dernière, qui disait que si la mécanique des cycles se répète, on devrait, là on est à l'automne crypto, on devrait rentrer dans l'hiver crypto à partir de fin du mois. Donc si cette baisse continue, ça s'inscrit dans la durée. Donc allons voir si la mécanique des cycles se répète, sachant que jusque-là, ce cycle est un cycle un peu à part de tous les précédents. On n'a pas connu de réelle alt season, donc la période où la liquidité switch de Bitcoin aux autres actifs. Donc voilà, ce cycle est un Bitcoin cycle. Jusque-là, ce cycle est un peu à part et un peu dénote avec les patterns des cycles précédents. Donc Est-ce que le pattern se reproduit et est-ce que fin du mois, on rentrera dans un bear market et une baisse qui s'inscrit dans la durée ? On va bientôt être fixé et on pourra commenter ça ici même. Avec plaisir. Louis-Alexandre, lors du précédent cycle baissier, on était descendu en dessous des 20 000 $, je crois. Est-ce que ça peut encore se reproduire ou est-ce que le plus baissier sera quand même plus haut que ça dans ce cycle-là ? Si on regarde les courbes sur le long terme, normalement, ça devrait monter. Oui, on devrait être dans un bottom ou un plus bas sur les niveaux de l'ordre de 50 000 $. Bon, après, moi, je vous dis honnêtement, ça serait extraordinaire qu'on puisse revenir à ces niveaux-là pour qu'un certain nombre de personnes puissent recharger leur portefeuille. Autant vous dire que faire des prédictions de prix à court ou très moyen terme, très court moyen terme sur Bitcoin, c'est toujours très délicat. Moi, ce que je pense toujours, c'est à dézoomer et à savoir en quoi cet actif va me permettre de diversifier mon portefeuille ou non, et quels sont les fondamentaux de Bitcoin. Et pour moi, les fondamentaux, le principal fondamental sur lequel Bitcoin peut, en tout cas, continuer à se développer, c'est une politique des banques centrales qui est peu orthodoxe ou une politique des banques centrales qui continue à être assez accommodante. Le jour où l'ensemble des banques centrales mondiales va commencer à réduire la liquidité, on peut s'inquiéter sur la valorisation de Bitcoin de manière sensible. On regarde là, pendant que vous nous parlez, le cours, mais avec un recul de 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'on voit effectivement que il y a des phases où ça descend, mais ça ne redescend jamais au même niveau, effectivement. Ça nous amène à parler de ce sous-marché historique parmi les 4 que vous avez distingués dans vos travaux, Françoise, celui des crypto-actifs créés pour être utilisés comme des moyens de paiement. Avant de parler de cette catégorie dont le Bitcoin fait partie, vous nous rappelez les 4 catégories que vous avez créées, vous, dans cet ouvrage ? Oui, bien sûr. Alors en réalité, pour comprendre un marché, je suis partie simplement de l'offre et de la demande. De quelle façon donc ces cryptoactifs sont offerts? Il y a 2 façons de les émettre et donc de les créer. Soit ils sont natifs de leur blockchain, c'est-à-dire que c'est le protocole qui va donc être le moteur de la création. Les règles sont définies et les actifs circulent sur leur propre blockchain. Ils sont donc natifs et tout à fait autonomes. On parlera de souveraineté technologique. C'est important si on veut faire un parallèle avec la souveraineté monétaire. Et ensuite, il y a une autre offre qui, elle, est une offre qui va dépendre d'une blockchain d'hébergement qui lui sert de blockchain hôte. Ce sont les cryptoactifs non natifs et qui, eux, en réalité, se sont développés suite à l'intégration des contrats intelligents dans une des couches de la blockchain et notamment suite au lancement de Ethereum. Et donc, avec Ethereum, nous avons la possibilité donc de créer une seconde catégorie d'actifs qui sont les actifs non natifs. Donc, les grandes catégories d'actifs natifs, par exemple, ce sont Bitcoin qui a sa propre blockchain, autonomie technologique, Ethereum qui a sa propre blockchain, tout à fait autonome de manière technologique, et les non natifs. Alors là, il y a 2 sous-catégories. Il y a ceux qui vont justement servir le même objectif que Bitcoin, à savoir les paiements, et ceux qui vont servir le même objectif que Ethereum, à savoir les services. Parce qu'à côté de l'offre, il faut voir la demande. Et les 2 catégories
les deux comportements de demande sont dictés, entre guillemets, par le livre blanc de Nakamoto, qui voyait d'abord un système de paiement décentralisé, donc une demande pour des fonctions monétaires. Mais à l'opposé, je dirais, Ethereum a conçu des cryptoactifs afin d'utiliser la blockchain comme une infrastructure de services et pour y développer donc des applications décentralisées, mais aussi pour émettre des cryptoactifs non natifs, comme par exemple les stablecoins. Là, on parle des cryptoactifs aujourd'hui qui sont créés pour être utilisés comme moyen de paiement, dont fait partie Bitcoin. L'année 2025 a été une grande année de transformation. Est-ce qu'on peut redire qui sont aujourd'hui les principaux acteurs de cette catégorie-là ? Oui, tout à fait. Alors, dans ce sous-marché ou dans ce domaine des cryptoactifs qui servent principalement l'objectif de remplir des fonctions monétaires, donc je rappelle, moyen de paiement, réserve de valeur, voire unité de compte, dans cette catégorie, effectivement, Bitcoin aujourd'hui, je dirais, conserve plus de 90% de la part de marché. Les autres actifs sont assez marginaux actuellement, mais on trouve Zcash, on trouve Bitcoin Cash, un fork de Bitcoin, on trouve Litecoin, on trouve Dogecoin, on va trouver XRP, on va trouver Monero, par exemple. Deux de ces actifs sont assez intéressants parce qu'ils sont un peu différents des autres. Je veux parler de Monero, par exemple, et de Zcash, qui, eux, vont être des cryptoactifs qui servent pour faire des paiements, mais tout en respectant la vie privée, par exemple. Donc, eux, par exemple, suite à la chute du prix de Bitcoin qui est assez récente, eux ont pris de la valeur. Mais tous les autres également dans ce sous-marché. Litecoin n'a pas vu de baisse de prix, au contraire. Zcash a eu une hausse de prix, tout au contraire. Ouais. Monero. Donc, il y a une rotation intra-sous-marché qui est intéressante. Pourquoi ? Parce que Bitcoin, après tout, est très difficile à utiliser pour les paiements courants. Il sert surtout de réserve de valeur, on l'a vu. Et comme là, il n'y a plus de profit à faire, il y a une réduction des anticipations de gains suite à ces nouvelles déclarations de politique monétaire, eh bien, les investisseurs se tournent vers ces actifs marginaux qui ont vraiment pour but de servir de paiement. C'est ça qui est intéressant récemment. Au-delà de Bitcoin, est-ce que ces autres acteurs-là, ces autres cryptos, elles ont de l'avenir ? Elles sont encore demandées, d'après ce que vous observez, vous, Louis ? Alors, ça dépend vraiment déjà d'où on se place dans le monde. Et d'ailleurs, on peut faire déjà le focus sur Bitcoin. Bitcoin, en tant qu'Européen de l'Ouest, on n'a pas du tout la même vision de Bitcoin comme quelqu'un au milieu de l'Afrique ou de l'Asie. Ou des États-Unis. Donc je pense que pour les monnaies de paiement, on a une interprétation différente. Typiquement, on parlera de réglementation. Zcash et Monero sont vus d'un très mauvais œil par réglementation ici, puisque servent et soutiennent beaucoup d'activités de blanchiment ou d'activités illicites. Donc à chaque fois, c'est toujours une question de focus, aussi de thèse d'investissement. Actuellement, je pense que sur les monnaies, on va dire anonymes, de paiement anonyme, il y a beaucoup de... Il y a une espèce de mini-bulle avec beaucoup d'excitation et on l'a vu, le prix de Zcash qui a explosé alors que Zcash est un actif des cycles précédents et qui a eu son heure de gloire dans les cycles précédents. Donc voilà, à voir comment on se place, dans quelle thèse d'investissement. Et actuellement, je pense que sur les monnaies privées, avant de parler de rotation, je pense qu'il y a surtout une mini-bulle sur ces sujets-là qui se souffrera assez rapidement au fur et à mesure que la liquidité sort. Et là, je pense qu'on a un transfert de liquidité des investisseurs qui cherchent à aller surfer une vague, comme on a surfé un certain nombre de vagues ces derniers mois. Louis-Alexandre, votre avis sur cette question ? En fait, moi, je suis vraiment focus sur deux technologies. La première, c'est celle qui va envahir la finance traditionnelle avec Ethereum et les contrats automatisés. Donc, je ne pense pas qu'ils soient encore intelligents. Et puis ensuite, on a le Bitcoin qui est un réseau de paiement, une infrastructure de paiement qui a des qualités que pour l'instant personne n'égale, tant dans l'adoption que dans le fonctionnement. Donc pour l'instant, nous, on essaie d'être focus sur ces deux éléments-là et pas forcément sur du bruit. On va surtout chercher le signal beaucoup plus que le bruit ambiant qu'on retrouve. Il y a le mois du blanc chez BHV, il y a souvent on a eu le mois de l'IA dans les coins avec l'IA. Maintenant, on a les coins avec la privacy. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt des effets de mode. J'avais une dernière question à vous poser sur les catégories que vous expliquez dans votre livre, François. C'est Bitcoin est-il en compétition
avec le stablecoin dans les usages, pour les utilisateurs, les stablecoins sur lesquels la finance de demain a l'air de vouloir s'appuyer. En tout cas, 2025 a été très axé sur les stablecoins. Oui, tout à fait. Avec toutes ces promesses, on a vu d'Amazon, de Walmart, de créer même leur propre stablecoin. Oui, alors, ils sont tous les deux, en tous les cas, sur un même sous-marché, au sens où ils vont essentiellement remplir des fonctions monétaires, mais pourtant, il n'y a pas d'autonomie technologique pour les stablecoins. Et donc, ces stablecoins, même s'ils ont pour objectif de servir de paiement, dépendent de l'infrastructure haute. Et d'ailleurs, quand on regarde Volmex Finance, les indices de volatilité de la catégorie crypto-monnaie de plateforme, c'est-à-dire le groupe Ethereum, Solana, Tron, est 2 fois plus élevé que l'indice de volatilité de Bitcoin et donc de son sous-marché. Donc il y a là effectivement, on le voit, un espace plus large pour les crypto-monnaies de plateforme comme Ethereum, parce que cet espace vient abriter et supporte la liquidité des stablecoins. Donc oui, les crypto-monnaies de paiement et les stablecoins ont pour objectif de servir de moyen de paiement, mais les deux n'ont pas la même souveraineté technologique. Et ne parleront pas du coup aux mêmes investisseurs, aux mêmes personnes. Bien sûr, les investisseurs ou les utilisateurs doivent être ici, j'allais dire, tout à fait distingués. On a de gros investisseurs sur Bitcoin, principalement, on a vu certains États comme le Salvador, mais pour rechercher une fonction de réserve de valeur, les stablecoins sont beaucoup plus utilisés. On l'a vu notamment lors de l'invasion de la Russie en Ukraine. On a vu que les stablecoins avaient été utilisés pour distribuer de l'aide aux réfugiés sous la forme de USDC. Donc on a là vraiment des choses très différentes. Ça se passe, enfin, comme vous disiez tout à l'heure, c'est une question notamment de zone géographique. C'est aussi une question de réglementation. Évidemment, et de ce qui se passe sur les continents. Aux États-Unis, sur les stablecoins, ça a été beaucoup réglementé. En Europe, avec MiCA. En parlant de MiCA, on a 6 mois de la mise en conformité des acteurs du secteur. On en est où, Louis, sur la mise en conformité de ces acteurs ? Alors, on a pas mal évolué. On a évolué de manière différente en fonction des pays. On a une Allemagne qui est loin devant avec un grand nombre d'acteurs qui ont reçu le précieux sésame, le précieux passeport. On est à plus de 20, entre 20 et 25 acteurs. J'ai plus le chiffre exact en tête. En France, on est à combien ? On est entre 5 et un peu plus de 5, à peine un peu plus de 5 acteurs, entre les émetteurs de monnaie électronique et les casques MiCA. Donc vraiment un asynchronisme. On voit qu'il y a pas mal de nouveaux acteurs ou d'acteurs un peu différents. Historiquement, on a vu une première vague avec les pure players crypto qui étaient déjà installés. Là, on voit une nouvelle vague avec des banques, des fintechs, Revolut récemment. Ou alors carrément des acteurs de finances décentralisées qui deviennent un peu plus centralisés. Oui. Pas plus tard que hier, AAV a lancé, donc AAV qui est un des protocoles de prêt et d'emprunt décentralisés sur Ethereum et sur un certain nombre de blockchains EVM, a lancé AAV une app mobile pour permettre à tout un chacun de venir investir d'on-ramp de la fiat et de venir la prêter sur un protocole décentralisé, de venir chercher du rendement. Donc ça, c'est carrément nouveau, c'est carrément différent et AAV a une licence MiCA pour opérer en Europe. Donc on voit une nouvelle phase d'acclimatation et on voit surtout pas mal des deadlines qui avancent en fonction des pays, puisque la France, tous les acteurs PSAN existants ont encore jusqu'à juillet 2026 pour se mettre en conformité. Donc il y a beaucoup d'instructions, il y a beaucoup de dossiers en cours d'instruction. Il y a beaucoup d'acteurs qui vont aussi abandonner en cours de partie, parce qu'ils n'ont pas soit les moyens, soit le calendrier pour refuser. Sachant qu'aussi, n'importe quel refus pendant le dossier MiCA était aussi une fin d'activité. C'est pas parce que vous avez le PSAN, si vous avez un refus pendant votre dossier MiCA, c'est fin d'activité immédiate pour la plateforme. À côté de ça, il y a des pays qui sont encore plus en retard que nous, côté France. L'Italie, la clause on va dire de grand-père qui permet d'exercer court jusqu'à décembre 2025, c'est-à-dire demain. C'est demain, c'est dans un et mois. Actuellement, il y a à peu près 30 plateformes qui continuent, plus de 30 plateformes qui continuent à opérer dans ce sens-là. Donc voilà, à voir un peu où on en est. Et ce qui est surtout à regarder en faisant le parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis, puisqu'on a eu le Genius Act qui a encadré les stablecoins, qui est rentré dans le marbre ces derniers mois. Et là, avec la fin du shutdown, on va devoir les discussions autour de la réglementation crypto, leur MiCA local en cours de discussion, va pouvoir reprendre, va pouvoir
assez à marche forcée, je pense, rentrer en vigueur assez incessamment sous peu, et va permettre à un certain nombre d'institutions et de plateformes d'opérer dans un cadre réglementé et donc d'accélérer leur croissance aux États-Unis, mais également de pouvoir s'exporter, puisque les Américains sont champions du monde pour aller s'exporter. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, cela dit, en 2025, justement, avec ce Genius Act. Est-ce que ça va réellement favoriser le secteur, aux États-Unis aussi? Est-ce que MiCA va être empêchant en Europe, comme on a pu le dire à un moment, ou alors, finalement, chacun des continents va réussir à trouver son rythme de croisière dans ce secteur des cryptos? Alors, si on regarde le Genius Act, ça a apporté quelque chose, c'est que ça a apporté un cadre. En tant qu'entrepreneur, c'est beaucoup plus facile de créer une entreprise, de créer de l'activité, d'aller chercher de la valeur quand on a les règles du jeu qui sont déterminées. Jusque-là, le secteur des cryptos aux États-Unis, on innovait, on créait une activité et on pouvait s'attendre à tout moment que la SEC ou la CFTC arrive et ferme la boîte du jour au lendemain. Donc le Genius Act a permis aux émetteurs de monnaie électronique un cadre dans lequel construire une activité, créer de la valeur et donc aller chercher des capitaux pour financer cette activité-là. Là, ça va être la même chose avec cette réglementation crypto, la capacité à construire une activité, la réglementer et l'accélérer. Et donc en ayant des règles du jeu et en ayant la capacité à créer une boîte, on peut attirer des capitaux. Et les Américains sont champions du monde pour aller chercher des capitaux dans des valeurs qui dépassent les nôtres et qui vont permettre à un certain nombre d'activités d'accélérer et donc aussi de s'exporter et de venir sur le marché européen et de se payer une réglementation européenne. Françoise, quel va être le rôle, d'après vous, à plus ou moins long terme, de ces réglementations qui se sont mises en place ces derniers mois, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe? Alors, soit elles seront incitatives, soit faiblement incitatives, soit non incitatives. Encore une fois, je pense qu'en Europe, il y a une large part d'incertitude liée à l'émission de cette monnaie numérique de banque centrale. Et j'ai l'impression que tant que cela ne sera pas tout à fait clair, clairement établi, il y aura des hésitations à investir en Europe. C'est mon sentiment. Oui, c'est vrai. De toute façon, il faut faire par rapport à ça. Le calendrier, ce serait 2027, voire un peu plus tard. 2029, ça va 29. Il va se passer beaucoup de choses d'ici là. Donc, effectivement, on verra. Mais on est un petit peu dépendant de cela. Louis-Alexandre, je me tourne vers vous, car vous êtes allé au Bitcoin Wealth Summit de Bordeaux. Oui. Bordeaux, c'est chez vous. Il y avait qui? Vous avez parlé de quoi le week-end dernier? Alors, 150 professionnels qui se sont retrouvés autour du sujet de la gestion patrimoniale de Bitcoin et des cryptos. On avait des notaires, des avocats, des experts comptables, des spécialistes de la sécurité informatique, des universitaires et aussi des curieux. Voilà, on avait 3 thèmes qui ont été plébiscités par les questions. On va dire que c'est les questions qui ont fait les thèmes. On avait un thème qui était conserver la sécurité de Bitcoin à l'arrivée de l'informatique quantique. Oui. Ça, c'est un sujet qui a attiré beaucoup de questions. Après, on a eu des questions sur la transmission de Bitcoin. Là, on a fait des cas pratiques et on a eu beaucoup de questions dans la salle. Et enfin, DAC 8, qui est l'information que veulent les services fiscaux européens, qui amènerait peut-être à une imposition sur la fortune improductive de Bitcoin également, et donc une tentative d'exit pour un certain nombre d'investisseurs, exit fiscal. Alors, on va parler très vite de fiscalité. L'informatique quantique, ça m'intéresse beaucoup, mais ça pourrait faire l'objet d'une émission en soi. La fiscalité, qu'est-ce qui s'est dit sur cette fiscalité? Elle est punitive en France, en tout cas. Qu'est-ce que ça a comme effet sur les investisseurs? En fait, déjà, on a une fiscalité qui est complexe puisque tout n'a pas été bien traité par l'article 150 VH bis qui traite la fiscalité en France. Et aujourd'hui, il y a un projet d'impôt sur la fortune improductive qui engloberait les cryptos. Et bien sûr, si on ne sait pas tout à fait ce qu'il y a comme crypto dans le patrimoine des Français et que ces derniers sont discrets sur ce qu'ils possèdent, eh bien, on met en place une mesure européenne qui s'appelle DAC 8 qui va permettre d'aller transférer l'ensemble des informations concernant les achats ou les cessions faits sur les plateformes, qui amènerait donc les États à connaître l'ensemble du patrimoine crypto des différents contribuables européens. Donc, on a l'impression qu'il y a une nasse qui est en train de se refermer autour de l'investisseur crypto français ou européen. Et donc, on voit aujourd'hui énormément de questions. Les avocats qui étaient présents ont été assaillis de questions sur l'exil fiscal, quel pays choisir, vers où aller pour être moins taxé ou surtout pour retrouver la liberté financière qui était recherchée par beaucoup d'investisseurs, en investissant notamment dans Bitcoin. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'aussi bien en fiscalité qu'en matière de transmission, il y a encore beaucoup de points qui n'ont pas été complètement élucidés, réglés, Louis-Alexandre. Ah oui.
Ah oui, parce qu'on a aussi passé presque 2 heures sur les questions de transmission. On a pris des cas pratiques. On a pris 2 notaires sur scène, des responsables de la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens qui ont des cryptos sur des plateformes n'arrivent pas forcément à faire des donations. C'est très compliqué. Beaucoup de plateformes sont anglo-saxonnes et il est très compliqué de leur donner des ordres pour ouvrir des comptes au profit des mineurs, par exemple. Et donc, on ne sait jamais si le transfert a vraiment eu lieu. Ce sont souvent des plateformes anglo-saxonnes qui ont des bots pour communiquer avec les clients et pas forcément des conseillers. Et donc, on se retrouve avec plutôt un départ vers la détention directe ou self-custody. Et à ce moment-là, ça ouvre des questions de sécurité. Notamment, il ne faut pas que le notaire, en cas de décès, se retrouve avec l'intégralité de la phrase de récupération. Donc, on a regardé si les donations étaient possibles, ce qui ne pose pas de problème particulier à des majeurs ou à des mineurs. Et on a fait un cas pratique avec une donation démembrée de Bitcoin. Vous savez que moi, démembrer le Bitcoin, c'est quelque chose que j'aime bien, que je trouve techniquement possible, fiscalement aussi. En tout cas, ça a fait bugger un peu nos spécialistes sur scène et on s'est rendu compte qu'il y avait encore des progrès à faire dans la pratique. Nous avons des notaires qui se sont enfin saisis du sujet pour accompagner les investisseurs là-dessus. Et donc, on est dans des choses qui ont été faites, des pratiques qui sont aujourd'hui prouvées, et puis des éléments exploratoires qui vont nous permettre de mieux accompagner les clients dans leur gestion patrimoniale des cryptos. Ça avance chez tous les professionnels. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. Louis-Alexandre, je crois que vous vouliez terminer en disant que finalement Bitcoin avait de beaux jours devant lui, malgré le cours qu'il faut regarder avec beaucoup de recul. Merci Louis-Alexandre de Froissart, gérant et associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine. Françoise Vasselin, professeure d'économie à l'Université Paris-Est Créteil, et Louis Laszlo, CTO de Meria. Émission à retrouver en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Je vous laisse entre les mains, comme tous les jours, de BFM Bourse. Très bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.